Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Et ce matin, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas morceler notre chronique économique, mais nous allons parler essentiellement d'un sujet parce qu'il est incontournable, ce sujet. C'est l'achat par PepsiCo de SodaStream, de cette compagnie israélienne de soda, très, très célèbre en Israël, qui a pris une dimension, on va dire, internationale au cours des dernières années, qui a même commencé dans une situation particulièrement périlleuse il y a 11 ans, si je ne m'abuse, et qui a été vendu pour la bagatelle de 3,2 milliards de dollars. Et la première question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, c'est comment peut-on vendre une compagnie qui, jusqu'il y a quelques années, n'était quasiment pas connue en Israël, même si historiquement, SodaStream était on va dire, celui qui a produit, la société qui a produit le fameux Sifolux que l'on a acheté à l'époque, au début des années 50 et 60, et que l'on offrait dans tous les mariages presque traditionnellement. Après, SodaStream a eu un très long passage à vide. Et comment on en est arrivé à là? Comment une société peut passer du stade de quasiment d'un dépôt de bilan à un tel succès? Oui, c'est très intéressant. Comme d'habitude, nous allons essayer, au-delà de la nouvelle, de voir le processus économique. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé et les conséquences qu'il y aura pour nous. Point de vue, justement, qu'est-ce qui est arrivé? Une idée. Il a réussi à... Le directeur général, Daniel Birenbaum. Exactement. Il a pensé la chose suivante. Il a vu le trend écologique dans le monde entier, qui est surtout contre le plastique. Et donc, il a fait une boisson gazeuse qui fait que le plastique dans lequel on met pour boire, la bouteille, est une bouteille qu'on pourra utiliser plusieurs fois. Rav Pami en hébreu. Et donc, mais c'est en plastique tout de même? En plastique, oui. Mais à partir du moment où il est là-dessus, et c'est quelque chose qui maintenant même venu en Israël, quand vous êtes dans une macolette, on vous demande d'acheter maintenant votre sac en plastique, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette idée-là d'écologie, avec l'idée du plastique qui est mauvais, a fait que ce produit a marché. Et aussi, les gens peuvent faire comme ils veulent ce produit, l'aménager comme ils veulent, mettre les goûts comme ils veulent, etc. Il y a eu aussi que le consommateur peut aussi activer. Ces deux choses ont fait que ça a marché comme produit et que ça a eu un effet dans le monde. Pour PepsiCo, justement, il vend surtout des Coca-Cola, des Pepsi qu'on connaît. Oui, le Pepsi. Il n'y a rien de plus mauvais qu'on dit pour la santé pour ça. Grâce à ça, il va se faire une virginité. Il va se faire que lui aussi, il est pour l'écologie, lui aussi, il est pour le bien de la nature, etc. Il fait des choses qui sont bien. Et il s'est dit, au-delà même, d'abord, c'est un produit qui a marché à cause de ça. Et ça lui permettra de dire, je vais aller sur cette trend-là. Et donc, il va pouvoir, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, il ne va pas rester à la bourse. SodaStream a été complètement rachetée par Pepsi. Elle va être privatisée complètement et elle sera considérée comme une branche de Pepsi. Donc, on associera à Pepsi cette idée-là d'écologie. Alors, concrètement, on a le sentiment que c'est véritablement une grande réussite pour l'économie israélienne. Au passage, on va dire, le ministre des Finances doit être satisfait parce qu'il va récupérer 1 milliard de shekels d'impôts. Mais sur le fond, et là je voudrais reposer un peu la question qu'a suscité Dov Zera tout à l'heure lorsqu'on s'est parlé. Est-ce que finalement c'est bon pour l'économie israélienne qu'à chaque fois, lorsqu'une start-up réussit, eh bien elle est quasiment tout de suite engloutie par un grand consortium international, lorsque même une société qui n'est pas dans le monde des startups comme SodaStream ou comme Teva est aussi happée par d'autres puissants comme Pepsi. Est-ce que finalement c'est bon pour l'économie israélienne à long terme, ou alors finalement ça ne risque pas d'affecter cette économie? Alors, je me permets d'abord de vous reprendre. Non, c'est pas 1 milliard de shekels qu'il aura. C'est pas Mobilize. Quand il y a eu Mobilize, Israël a reçu énormément d'impôts et des sommes par rapport à, justement, je vous l'ai dit, les calculs qui ont été faits par hier, qui ont été publiés dans la presse financière israélienne spécialisée, ils ont demandé à l'avocat, un avocat, par exemple, Shekel, qui connaît bien là-dedans. Il faut savoir qu'il n'y a pas il y a un PDG, comme vous avez dit, mais l'action est extrêmement
extrêmement dilué dans le public. Et donc, les impôts qu'il y aura là-dessus, c'est du 25% sur ce qu'on appelle Revachon, sur des bénéfices spéculatifs qui ont été faits à la bourse. Ça, on parle de dizaines de millions de shekels. Ah, pas plus. Non, pas plus. Ah. C'est d'abord, c'était les grands titres aussi. Deuxièmement, il s'agit de 2019. Là, c'est l'annonce qui a été faite hier, mais ça rentrera que début 2019. Vraiment que les impôts. Et ça changera pas. Ils ont dit tous, ça ne changera pas le budget, c'est-à-dire ça ne permettra pas à Israël d'être plus, point de vue budgétaire, plus, plus prodigue, d'être plus facile, parce que ça n'affiche pas de sommes considérables. En plus, hier, Netanyahou a dit qu'il veut ramener maintenant 4 milliards de shekels en plus pour le bitachon, pour la sécurité. Oui. Donc, je pense pas à ce niveau-là. Il n'y a pas d'influence. La deuxième problématique que vous avez, voilà, de l'exit. De ces exits répétés. Oui. Il faut savoir, c'est Israël, que donc nous sommes un pays que effectivement c'est je pense, point de vue du développement économique, de dire pourquoi ça va à l'extérieur. Non, d'abord, on est un monde très ouvert et c'est très bien, je pense. D'abord, vous avez parlé d'une réussite industrielle. D'abord, pourquoi il a été racheté? Parce qu'il est ici. Maintenant, oui, mais c'est une réussite, on va dire, à court terme. À court terme, effectivement, ça apparaît comme extrêmement impressionnant. Mais à long terme, on ne parle jamais du long terme ou même à moyen terme. Les employés de SodaStream, apparemment, d'après l'accord, ils doivent rester dans le cadre de Pepsi pendant les 15 prochaines années, oui. mais souvent, eh bien, ce sont beaucoup les employés qui font les frais de ce genre de fusion. Et puis souvent, on a l'impression que quelque part, Israël ne parvient pas à conserver ces grandes réussites et à susciter des investissements ici. D'abord, c'est très important ce que vous avez dit. C'est exact que Berenbaum a dit, je vois d'abord ça comme une réussite du drapeau israélien, d'Israël en tant qu'économie. Et dans l'accord qu'il a fait, il est explicite, et ce qui n'est pas, par exemple, le cas de fiscaux ou des choses comme ça, que les ouvriers ne vont pas être du tout licenciés. C'est-à-dire, et surtout, ce qui est très important, c'est dans le Negev. Donc, une région qui est à développer. Au contraire, ça va permettre cette idée de penser que, des capitaux vont venir et vont nous prendre. Beaucoup. Israël, on voit ça dans énormément de choses. Les Chinois voulaient rentrer dans l'assurance, des choses comme ça. On dit pas comme Astérix, les étrangers dehors. On n'est pas dans le combat des chefs il faut voir qu'au contraire, Israël, le marché financier, le marché industriel doit être un marché ouvert. Et il y a des fois dans les deux cas, il y a des entreprises israéliennes, beaucoup vont d'ailleurs aux États-Unis et ça arrive. On entend moins, mais beaucoup de fois. Dans le domaine financier, les Israéliens arrivent aux États-Unis, là-bas font des entreprises et d'ailleurs veulent toujours par sionisme faire revenir une partie de l'activité ici. Donc je pense pas, au contraire, dans ce cas-là précis, et même au-delà de ça, je pense qu'Israël a ses facilités. Il faut pas voir ce niveau-là de ça. Et un point très intéressant à souligner, que puisque toujours je suis aussi dans la bourse, dans le finance, c'est incroyable. En 3 ans, vous avez parlé au début d'une société qui était en faillite il y a 11 ans, mais même en 2011, ça n'allait pas extraordinairement bien. Mm-hmm. En 3 ans, cette société qui était d'un côté à Wall Street et un peu à Tel Aviv, a augmenté de 750%. L'action. Et donc, c'est extraordinaire. En 3 ans, 750%. Et tout le monde pouvait l'acheter. Et d'ailleurs, pour savoir, celui qui va le plus gagner comme fonds d'investissement, qui d'ailleurs voit souvent les bonnes affaires, Achuler Shaham. C'est lui qui, en tant que Mossadi, c'est-à-dire institutionnel, a le plus de participation là-bas. Alors, ce qui est aussi particulier, c'est que ce n'est pas une start-up dans le monde de la haute technologie où Israël se distingue, mais c'est une grande compagnie qui, donc, a eu une progression assez impressionnante et qui a réussi à séduire, on va dire, les plus grands. C'est-à-dire comment... C'est bien ce que vous découvrez. Il y a le high-tech, le low-tech. C'est extraordinaire. C'est bien de savoir que Israël, et je pense pour l'image d'Israël aussi, que au-delà, et moi je le sais aussi dans le domaine financier, souvent ils sont dans ce qu'on appelle les prêts aux particuliers dans le monde entier, les premiers là-dessus. Ils ont l'industrie israélienne, l'économie et les industriels et les économistes et les chefs d'entreprise, souvent dans beaucoup de domaines, pas seulement le high-tech, brillent et sont connus de façon internationale. Alors, nous avons pas mal parlé de SodaStream. Vous vouliez évoquer un autre sujet pour terminer ? Oui. Voilà, ce qui se passe, c'est que il y a eu des tremblements de terre il y a quelque temps en Israël. On entend souvent dans le monde, et souvent les entreprises
d'assurance joue là-dessus et l'angoisse des gens. Et les gens se disent, au cas où est-ce que il y a un tremblement de terre, peut-être je dois prendre un risque pour ça. Et quand vous vous assurez pour un appartement, on vous dit de vous assurer ou pas, c'est votre décision, pour les risques de tremblement de terre. Il y a eu cette semaine un article dans la presse spécialisée, dans Desmarqueurs, c'est un journal très très sérieux, qui a dit qu'il faut faire très attention, parce que si celui d'à côté de vous, il n'a pas l'assurance, et souvent ceux qui prennent cette assurance contre le tremblement de terre, c'est seulement les gens qui ont des mashkantaot, des prêts d'impôt, parce que les gens qui font, en général, ne le font pas. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de règles, et si dans un an, il y a pas, l'État n'aura pas donné à votre voisin, et c'est pas sûr que vous ayez l'argent de récupérer pour pouvoir reconstruire la maison là où elle était. Parce que il est possible que le terrain soit un peu ça, mais la maison. Donc c'est très important. Et c'est arrivé d'ailleurs récemment dans ce qu'on appelle COD pour les gens qui étaient âgés et pour les gens qui ne pourraient pas se faire. Des gens, pendant des années et des années, ont donné de l'argent pour rien. Faites très attention quand votre agent d'assurance ça, de demander bien et de vérifier si c'est important parce que ça double, voire triple, votre prime d'assurance. Eh bien, merci encore, docteur Daniel Guggenheim, pour ces conseils et pour votre expertise en matière économique sur cette vente de SodaStream à PepsiCo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain.